Le soir du 3 mars 1991, Rodney King, un jeune afro-américain, est recherché pour excès de vitesse et délit de fuite. Rapidement rattrapé, il est tabassé par 4 policiers blancs et reçoit plus d'une 50aine de coups de matraque alors qu'il est encore au sol. La scène est filmée par un voisin et montre la brutalité et l'acharnement des agents envers le jeune homme. Quelques jours plus tard, le procès des policiers débute et le 29 avril, après 7 jours de délibération du jury, les 4 accusés sont acquittés. Moins de 2 heures après le verdict, les émeutes éclatent à Los Angeles. Pendant presque une semaine, la ville est à feu et à sang. Au total, une 50aine de morts, 2300 blessés et des dégâts matériels s'élevant à $1 milliard. Killing in the Name, titre emblématique du groupe et véritable pamphlet contre les violences policières, est écrit à la suite de ces émeutes qui firent trembler l'Amérique. Entre cocktails explosifs de genres musicaux, textes acérés et revendications politiques, voyons ensemble comment Rage Against the Machine est devenu l'un des groupes les plus puissants de l'histoire de la musique. Zack de la Rocha, originaire du comté d'Orange en Californie, a fait ses débuts en tant que guitariste du groupe Hard Stance, puis en tant que chanteur dans le groupe de punk hardcore Inside Out en 1988. C'est à cette époque qu'il va rencontrer Tim Cromerford, qui deviendra plus tard le bassiste de Rage Against the Machine. Petit à petit, Zack s'intéresse au hip-hop et notamment à Public Enemy, KRS-One ou encore Run DMC. Il va alors se mettre à improviser en rappant dans des clubs locaux, des lieux qui lui permettront de faire la rencontre de Brad Wilk et d'un certain Tom Morello. Né à Harlem, Tom est élevé par sa mère à Libertyville dans une banlieue de Chicago. Il va se passionner pour la musique mais également pour la politique. En 1982, Tom s'inscrit à l'université d'Harvard et devient le premier étudiant de Libertyville à y être accepté. Il y décroche une licence de sciences sociales 4 ans plus tard, avant de déménager à Los Angeles. Fin des années 80, Tom Morello rencontre Zack de la Rocha et alors complètement frappé par le message de ses textes, décide de former un groupe avec lui. Zack contacte son vieil ami bassiste Tim Cromerford, puis engage le batteur Brad Wilk. Rage Against the Machine venait d'être formé. Rap, funk et rock se mélangent, s'esquissent plus ou moins depuis les années 70 avec des groupes comme Funkadelic, les Beastie Boys, les Red Hot Chili Peppers ou bien encore des morceaux comme Walk This Way issus de la collaboration entre Aerosmith et Run DMC. Le début des années 90 apparaît alors comme la période où la fusion entre rap et rock se concrétise réellement. Dès 1991, les membres du quatuor californien travaillent sur leur premier album. Alimenté par les paroles révolutionnaires de Zack et porté par les riffs métalliques de Tom Morello, leur premier album va faire l'effet d'une gigantesque déflagration en emportant tout sur son passage. L'album Rage Against the Machine, sorti en 1992, est un véritable monument de puissance et d'énergie pure de 52 minutes. Les 10 titres s'enchaînent en un clin d'œil et sont tous terriblement efficaces, que ce soit dans leurs paroles ou bien leur authenticité. On a alors presque 1 heure de chansons au rythme pulsatile et tribaux dans lesquels Zack de la Rocha vous malmène par son rap et dont la guitare de Morello vient se greffer à l'ensemble. Grâce à un jeu de bidouillage entre tous les boutons et réglages de son instrument, le guitariste, à la manière d'un DJ, impose avec force sa présence et sa technique unique dans l'ensemble de leur création. Avec ce premier album, le positionnement du groupe apparaît alors très clairement. Ils font opposition à l'impérialisme américain, le racisme, l'élitisme, le capitalisme ou encore la censure. C'est donc le titre mondialement connu Killing in the Name qui va les révéler au grand public et les propulser dans les hautes sphères des charts américains. D'abord pamphlet contre les violences policières, ce morceau deviendra avec le temps un véritable hymne contre tout type de violence, notamment grâce à son fameux mantra « Fuck you, I won't do what you tell me ». Fuck you, I won't do what you tell me. Selon Michael Woodsworth, journaliste au Sun, Rage Against the Machine, avec son mélange de métal, de rap et de politique d'extrême gauche, réalise un premier album si puissant qu'il secoue les adolescents apathiques et leur fait prendre conscience des injustices du capitalisme. La pochette de leur premier album est basée sur une photo de 1963 d'un moine bouddhiste s'immolant en pleine rue pour protester contre la politique dictatoriale vietnamienne soutenue par les États-Unis.
Ce cliché et cette pochette condensent à la fois le rejet d'un État autoritaire et discriminatoire, mais également l'emprise géopolitique de l'impérialisme américain. Ainsi, leurs chansons deviennent les médiums par lesquels transitent leurs idées. Dans Bomb Track, le groupe dénonce les médias qui peuvent montrer une réalité modifiée, mais rappelle aussi comment les classes supérieures profitent des classes défavorisées. Dans Bullet in the Head, le groupe intensifie son message à propos de la propagande américaine qui passe par les médias et notamment les journaux télévisés. Il compare par exemple le ruban jaune, un signe de support pour les troupes américaines, au svastika nazi. Ainsi, dans la chanson, la balle dont parle le groupe correspond à la propagande que le gouvernement tire dans la tête de ses habitants à l'heure du JT. Dans Testify, il est par exemple question de la course au pétrole qui entraîne de nombreuses guerres et conflits territoriaux. Ou encore, certains textes condamnent également la prépondérance de la religion de l'argent dans la politique. Dans Take the Power Back, Rage Against the Machine dénonce l'emprise de la religion de l'argent sur les Américains. Ils critiquent donc le système et non pas les religions puisque dans le morceau Wake Up, ils accusent le pouvoir d'avoir tué Malcolm X pour avoir prôné l'islam. Leur position est donc clairement contre le pouvoir oppresseur et non n'importe quel pouvoir. Ainsi, tout ce qui peut être dénoncé le sera. Dans Bulls on Parade, Rage dénonce le gouvernement qui préfère alimenter les caisses militaires plutôt que celles du social pour venir en aide aux gens. L'impérialisme américain fait donc bien partie de la machine contre laquelle le groupe s'enrage. Alors que Zack annonçait déjà qu'il réchauffait ses mains au-dessus du drapeau américain en feu dans Bomb Track, ce sera chose faite en live lors de leur performance de Killing in the Name à Woodstock en 1999. Rage Against the Machine utilisait sa musique comme un véritable mouvement social, ce qui l'amènera très rapidement au statut de groupe engagé le plus connu de tous les États-Unis. En 1993, avec le succès de leur premier album, ils viennent occuper la scène principale du festival Lollapalooza, sur laquelle ils vont se présenter nus pendant 14 minutes afin de protester contre la censure, et plus particulièrement Parents Music Resource Center, le fameux groupe à l'origine du bandeau d'avertissement qu'on connaît si bien et qui est présent sur la plupart des pochettes d'albums. La même année, avec le clip de Freedom, le groupe affiche son soutien à Leonard Peltier, un militant amérindien incarcéré à perpétuité sans réelle preuve et à la suite d'un procès considéré par beaucoup comme bâclé. Zack lui rend notamment hommage au début de Freedom en 1999. Over 20 years, there's no proof. And Leonard Peltier is still in a jail cell today. This song is called Freedom. It's for brother Leonard. En 1994, Zack de la Rocha s'intéresse de près au groupe indigène zapatiste du sud-est du Mexique. Zack va alors s'identifier au groupe qui combat selon lui le néolibéralisme et capitalisme implanté au Mexique par les États-Unis. C'est de ce groupe que Rage va récupérer son symbole de l'étoile rouge, maintenant présent dans presque chacune de leurs représentations. En janvier 2000, le groupe a tenu un concert autour de Wall Street afin de protester contre la finance et le capitalisme. Ce concert ayant réuni une trop grande foule, la bourse fut contrainte de fermer pendant plusieurs heures, chose qui n'était pas arrivée depuis le krach boursier américain de 1929. Certaines images sont encore disponibles à travers le clip de Sleep Now in the Fire, réalisé par Michael Moore. La même année, ils tiennent un concert en marge de la Convention nationale démocrate à Los Angeles lors de la campagne présidentielle.
Le concert se déroule sous haute surveillance policière et le rassemblement de personnes sera décrété illégal peu de temps après le concert et finira dans des émeutes où les forces de l'ordre useront de gaz lacrymogène et LBD pour disperser la foule. Ainsi, avec des hauts et des bas au sein du groupe, leur discographie se complétera par 2 autres albums sortis respectivement en 1996 pour Evil Empire, puis 1999 pour The Battle of Los Angeles. Chaque album ayant ses points forts et ses faiblesses, mais ils seront majoritairement considérés comme moins bons que leur tout premier. Ils sortiront Renegades en 2000, un dernier album uniquement composé de reprises dans lesquelles on retrouve leurs multiples influences musicales, en passant par Eric B. and Rakim, Cypress Hill ou encore Afrika Bambaataa. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Rage Against the Machine est l'un des groupes les plus puissants ? Tout simplement par la pureté et l'authenticité avec laquelle ils ont donné vie à leur création. Complètement habités et poussés par leurs propres convictions et idéaux, ils ont été en capacité de donner le maximum d'eux-mêmes à travers leurs albums et leurs concerts. Les combats et causes qu'ils défendent sont intemporels, chacun a sa propre machine contre laquelle il se bat, et les paroles de leurs chansons résonnent aussi fort dans les années 90 que 30 ans après. Encore aujourd'hui, ils sont les seuls au monde à avoir parfaitement fusionné rap et rock dans leurs compositions sans que l'un soit anecdotique ou exceptionnel. Cette assimilation des deux genres musicaux est l'ADN de leur musique, car Rage Against the Machine ne peut exister s'il manque un de ces éléments. Porté par Zack de la Rocha et Tom Morello, 2 virtuoses de la musique, mais également Tim Comerford à la basse et Brad Wilk à la batterie, Rage Against the Machine restera l'un des groupes les plus révolutionnaires de notre époque, que ce soit musicalement ou idéologiquement.